1949. Les studios Disney sont au bord de la faillite. Les années de guerre ont fissuré les murs qui portaient l'un des studios les plus aimés du monde et vidé les caisses. Les banques s'impatientent, le public doute. Walt Disney joue son studio sur un seul film. Un retour aux contes de fées, aux princesses et à la magie. Si ce film échoue, 300 employés perdent leur travail. Les banques récupèrent les bâtiments et le château Disney s'écroule, avant même qu'il ne soit construit. Ce film, c'est Cendrillon. Cette vidéo est la suite directe de la vidéo précédente retraçant la douloureuse période de la Seconde Guerre mondiale du point de vue des studios Disney. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vivement d'aller la voir et revenir ensuite. Elle est vraiment hyper intéressante. Nous sommes en 1945 et le studio est fragilisé, au bord du gouffre. Pour rappel, il vient de vivre l'une des périodes, si ce n'est la période la plus dure. Les longs métrages d'animation ont été mis en pause un peu après le début de la guerre avec Dumbo, dernière production des studios. Film qui a d'ailleurs été un succès plutôt relatif, vu que les marchés européens et asiatiques ont été fermés durant toute la période de la guerre. En 1941, une grève sauvage des scénaristes, animateurs et employés du studio a provoqué un arrêt immédiat des productions. Fantasia, Pinocchio et Bambi ne sont pas vraiment des succès au box-office, loin de là, et la dette ne cesse de se creuser un petit peu plus chaque jour. Bref, depuis que les années 40 ont débuté, il n'y a aucune vraie réussite commerciale. Et ça, c'est très grave, parce que ça met un frein aux ambitions de Walt. Et puis la guerre arrive. Et les contes de fées sont mis en pause. Maintenant, on fait des films de guerre. On sert l'armée. Et là, on observe un véritable changement dans la direction artistique des studios. L'animation est toujours bien présente, mais c'est surtout l'arrivée des productions hybrides qui va marquer la décennie. Le mélange animation et prise de vue réelle va commencer avec le dragon récalcitrant peu avant la guerre et se poursuivre avec Saludos Amigos et les Trois Caballeros par après. Mais c'est bien le controversé Mélodie du Sud en 1946 qui va marquer ce tournant. Mais ça mérite une vidéo à part. C'est aussi la période des films à segments, plus rapides à réaliser, moins coûteux et plus simples techniquement. On peut notamment citer La Boîte à musique, Coca de printemps ou encore Mélodie Cocktail, qui sont un assemblage de courts ou moyens métrages assemblés pour former une production plus longue. Tout ça, évidemment, pour éponger les dettes de plus en plus importantes. Et ces dettes rendent les banques vraiment très nerveuses. Leur confiance est fragile. Mais pas que la leur, celle du public l'est tout autant. Le nom de Disney n'est plus autant gage de qualité qu'il ne l'a été dans les années 30. Walt n'a alors plus le luxe d'être ambitieux. Il doit être efficace. Si le studio a changé durant ces années, Walt aussi. Et c'est peut-être là que tout se joue. Blanche-Neige avait été un véritable triomphe. Et surtout, une révolution dans le cinéma. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Walt avait remporté son pari. Après des années de galère, il avait prouvé au monde que son ambition sans limite pouvait donner lieu à une révolution. Et cette ambition avait fait naître des délires techniques en tout genre, des innovations techniques toujours plus poussées. À cette époque, rien n'est assez complexe et surtout, rien n'est impossible. Et tout ça se concrétise à travers Fantasia, l'opéra signature de Disney. Mais ça, c'était avant la guerre. Après la guerre, les studios ont changé. Et Walt aussi. On retourne à la simplicité, on structure l'entreprise et on ne prend pas de risques à considérer. La simplicité est maître de sûreté. Walt n'est plus un rêveur, c'est un stratège fatigué, et qui n'a plus le droit à l'erreur. Car pendant près de 10 ans, il a porté son studio à bout de bras, acceptant toutes les missions du gouvernement, et faisant tourner ses départements à plein régime. Septembre 1947. La Walt Disney Company publie ses résultats annuels. La dette est descendue de 4,2 millions d'USD à 3 millions. Ce n'est pas encore sauvé, mais c'est déjà plus gérable. Ça redonne de l'espoir à Walt qui souhaite reprendre les productions de long métrage. Sauf que son frère Roy, qui s'occupe de la partie financière de la société, ne le voit pas de cet œil. Et il propose à Walt de vendre son studio et prendre sa retraite avec l'argent cumulé. Mais avec toutes les histoires que je vous raconte chaque semaine, vous vous doutez bien que Walt ne se laisse pas convaincre aussi facilement. Après des semaines de discussions et de longues réunions, Roy donne finalement son accord pour la production d'un long métrage. Un long métrage censé sauver les studios de la faillite. À ce moment, 3 projets sont en développement simultanément.
Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles et Cendrillon. Walt estime que les personnages des deux premiers sont trop froids et pas assez sympathiques pour le grand public, alors que Cendrillon présente des similitudes avec Blanche-Neige, le grand succès des studios. Le choix est fait. Mais choisir Cendrillon ne suffit pas, il faut maintenant le réussir. La production commence et la pression est totale. Il faut savoir que Cendrillon est une histoire déjà bien connue des studios. Le conte de Charles Perrault fut une première fois adapté en 1922 par Walt Disney dans le cadre de la série de courts-métrages d'animation pour le studio L'Ophogramme. L'Ophogramme, c'était un petit studio indépendant fondé par Walt Disney avant de devenir l'empire Disney qu'il est aujourd'hui. On en parlera dans les prochaines vidéos. Walt a voulu par après produire une seconde version en décembre 1933 pour un court-métrage des Silly Symphony, mais l'histoire fut jugée trop complexe pour une production courte et c'est ce qui donna l'idée d'un long métrage. Le projet de Cendrillon dormait donc depuis bien longtemps dans les tiroirs du studio. On est en 1948 et la production du conte est sur les rails, mais avec une application de Walt bien moindre que pour les productions précédentes. Son médecin lui conseille de prendre des distances par rapport au travail et de se concentrer sur des passe-temps ludiques. C'est à cette période d'ailleurs que sa passion pour les trains va prendre de l'ampleur. Il va aussi décider de partir en Europe et notamment en Angleterre, où il va séjourner pendant près de 2 mois et demi avec sa famille, ce qui laisse bien plus de liberté à ses animateurs pour travailler. Enfin, une liberté à double tranchant. Ils doivent tout de même lui envoyer les scripts et les storyboards par courrier et continuer le travail en l'absence de réponse. Et si Walt décide de changer des détails par après, il faut recommencer. Bref, on est sur une production plutôt compliquée. Comme je vous disais, Disney est en dette. Walt assiste donc pour que tout soit planifié minutieusement. Chaque séquence animée doit être parfaite du premier coup. C'est pourquoi tout est d'abord tourné en prise de vue réelle pour juger de la faisabilité et de la pertinence du script. Des acteurs sont engagés et jouent l'histoire scène par scène, afin de tout valider avant que les animateurs ne puissent dessiner les scènes. Et ça rend la créativité des dessinateurs bien plus limitée. Aucune fantaisie de caméra n'est permise. Chaque scène est décalquée par principe de rotoscopie. On photocopie les scènes image par image pour être dupliquées. Et surtout, on n'ajoute aucun détail par soi-même, car ça risque d'ajouter des coûts supplémentaires. C'est terriblement contraignant, mais ça rassure les banquiers. Parce qu'elle est là, la pression. Il faut rassurer ceux qui financent le projet. Seulement, si le film doit sauver les studios, alors chaque personnage doit être inoubliable. Cendrillon est le résultat d'une animation absolument maîtrisée, au coup de crayon près, mais c'est surtout l'œuvre de grands noms du studio. Pour son prochain long métrage, Disney ne laisse pas de place aux novices. Il faut rassembler des animateurs chevronnés. Cendrillon, c'est qui tout double. Si le long métrage est un fiasco, le studio met la clé sous la porte. Et pour ça, pas le temps de former des apprentis. Il fait alors appel à ses 9 sages, superviseurs animateurs pour la réalisation de ses personnages. C'est Eric Larson et Mark Davis qui se chargent du design de l'héroïne. Larson imagine d'abord une jeune fille de 16 ans avec des tresses et le nez retroussé. Mais le design du personnage ne plaît pas à Walt qui nomme alors Davis comme second superviseur, qui lui voit la jeune femme plus gracieuse et exotique. On peut d'ailleurs voir la différence de vision du personnage dans différentes scènes. On sent d'abord l'influence de Larson dans la scène d'ouverture, où Cendrillon défait ses nattes en chantant, et ensuite celle de Davis dans la transformation de la jeune fille en haillon par sa marraine la bonne fée. Walt désigne Ken O'Brien en tant que nettoyeur pour uniformiser les deux approches du personnage et lui donner son design final. Design largement inspiré par l'actrice ayant été engagée pour jouer les scènes de prise de vue réelle, Ellen Stanley. On a déjà parlé d'elle dans plusieurs vidéos, puisqu'elle fut réengagée par la suite par les studios pour servir de modèle pour Aurore dans La Belle au Bois dormant et Anita dans Les 101 Dalmatiens. Le deuxième personnage le plus marquant du film est sans conteste Lady Tremaine, la ville marâtre de Cendrillon. Elle est animée par Frank Thomas, qui fut d'ailleurs très étonné d'être assigné à son développement, puisqu'il était plus habitué aux personnages charmants comme Pinocchio ou Bambi. Thomas a réalisé un véritable coup de maître avec ce personnage. La belle-mère doit représenter le mal et le sadisme dans l'élégance et la retenue. Et ça, c'est vraiment compliqué. Il ne peut pas présenter la dame dans un élan de colère, ou dans des gestes dramatiques. Cendrillon, je t'ai bien recommandé de ne jamais nous interrompre. Mais une lettre vient d'arriver du palais. Tout se joue dans ses expressions faciales et dans une gestuelle maîtrisée digne de l'aristocratie. Il s'inspire en grande partie du jeu d'Eleanor Audley, elle aussi bien connue des fans pour sa voix puisqu'elle interprétera plus tard Maléfique. La méchante est toujours accompagnée de son animal de compagnie, Lucifer, qui lui, contrairement au personnage humain, n'a initialement aucun modèle réel. C'est Ward Kimball qui s'occupe de son animation.
sauf qu'aucun de ces dessins ne convainc Walt. C'est après avoir vu Calico le chat de Kimball que Walt va dire à l'animateur « Tiens, voilà ton modèle pour Lucifer ». À la place de l'animateur, je sais pas vraiment comment j'aurais pris cette annonce personnellement. L'animateur Milcal est désigné pour s'occuper du roi, du grand-duc et surtout de la marraine la bonne fée, personnage très important de l'histoire. À l'origine, Walt voulait que la fée soit perçue comme un personnage de haut rang, à l'instar de la fée bleue dans Pinocchio. Mais Cal voulait plus en faire un personnage rassurant et tendre, comme une grand-mère qui veille sur sa famille. Oh, rien, ma chérie. Oh, allons, tu ne penses pas ce que tu dis. Oh, mais si. Tu racontes des sottises. Il s'inspire de l'actrice Verna Felton et de certains dessins de Mark Davis pour réaliser son personnage à mi-chemin entre figure rassurante et excentrique tête en l'air. Walt appréciera le traitement du personnage et se rangera de l'avis de l'animateur. L'animation du prince fut l'une des plus difficiles à réaliser. Comme déjà dit dans plusieurs vidéos, l'animation des personnages masculins et plus principalement des princes était difficile pour les studios à l'époque. C'est pourquoi il fut décidé qu'il n'apparaisse qu'à la moitié du film et que son personnage soit plus anonyme. Il est aussi animé en grande partie par Milcal, mais cette fois-ci, aucune liberté n'est prise. Il est entièrement décalqué par rotoscopie, sur base de scènes jouées par différents acteurs. C'est notamment l'utilisation complète de ce procédé qui donne cette impression que le personnage n'a pas vraiment de personnalité. Terminons à présent cette analyse avec un duo que les fans adorent détester, Javotte et Anastasie. Les deux sœurs sont animées par Holly Johnson qui dira plus tard qu'elles sont les personnages les plus grossiers qu'il ait jamais réalisés, et le rôle est bien plus important qu'on ne le croit. Contrairement à la plupart des personnages, elles sont caricaturées, pour contraster avec leur mère dont le réalisme glace le sang. Il y a encore une chance pour que l'une de vous se fasse épouser. Par le prince? Mais pourquoi, maman? Johnson les exagère sans limite, exagération qu'il regrettera en partie plus tard d'ailleurs. Mais cette caricature n'est pas anodine. Les deux sœurs représentent un soulagement comique à la star des souris dans une histoire au ton plutôt sombre et lourd. Elles permettent au spectateur de souffler et esquisser un sourire entre les scènes d'émotion. Mais Cendrillon ne repose pas uniquement sur ses personnages, elle repose aussi sur quelque chose d'invisible, quelque chose qui traverse le film du début à la fin, la musique. On ne peut pas parler de Cendrillon sans parler de sa musique. Et là encore, ce n'est pas une question artistique, c'est une question stratégique. Chantre, signal, chantre, signal, chante. Après l'échec commercial de Fantasia, Walt ne peut plus se permettre l'expérimentation musicale ambitieuse. Il ne cherche plus à révolutionner le son au cinéma, il cherche à créer des mélodies simples, mémorisables et universelles. Des chansons qui peuvent sortir du cinéma et vivre ailleurs. Fini les opéras, il faut des refrains entêtants et qui permettent d'installer le film dans la tête de chaque spectateur sans qu'il ne puisse s'en débarrasser. Bibidi Bobidi Boo, Tendre rêve ou C'est ça l'amour, que de titres courts, des refrains immédiatement identifiables et surtout des paroles accessibles. Cendrillon est l'un des premiers films Disney à être pensé aussi fortement pour le marché du disque. D'ailleurs, plusieurs autres chansons ont été écrites, mais n'ont finalement pas été intégrées à la version finale du film. Les chansons sont enregistrées, pressées, vendues. Elles passent à la radio. Elles deviennent indépendantes du film. Concept qui sera d'ailleurs bien plus exploité dans les années 90 pendant la renaissance Disney, où chaque chanson est produite comme un hymne qui puisse vivre en dehors de son long métrage. La musique n'est alors plus seulement au service de l'histoire, elle devient un véritable pilier économique. Et ce choix n'est pas anodin. Dans un studio endetté, chaque chanson réussie est une source de revenus supplémentaires. Dans une époque où les ventes de partitions et où la musique est un marché en pleine expansion après la guerre, ça permet de placer le film sur plusieurs créneaux de vente différents. Mais au-delà du commerce, la musique joue aussi un rôle narratif majeur. Cendrillon ne chante pas pour divertir, elle veut exprimer ses espoirs, ses rêves et ses attentes. A Dream is a Wish Your Heart Makes n'est pas un numéro musical, c'est un manifeste, qui permet au spectateur de comprendre dès les premières minutes le contexte de l'histoire et les attentes de l'héroïne. La musique permet d'ailleurs d'intérioriser ce que l'animation, contrainte par la rotoscopie, ne permet pas toujours d'exprimer visuellement. Elle donne de la profondeur, là où l'image reste maîtrisée. Les rêves qui sommeillent dans nos cœurs. Mais attention, la musique comme l'animation doit être calculée pour éviter toute perte financière. Alors que pour les productions précédentes, la musique était développée simultanément à l'animation, ici la musique dite d'ambiance est composée et incorporée au film après que l'animation ait été terminée, pour éviter, évidemment, de devoir faire des ajustements qui ajouteraient des coûts supplémentaires, encore une fois.
Après la guerre, le public ne voulait plus être impressionné, il voulait être rassuré. Et la musique de Cendrillon devient ce réconfort. Mais l'espoir d'une réussite pour Cendrillon ne se joue pas seulement sur la technique maîtrisée ou les chansons entêtantes, elle se joue aussi dans la manière de raconter l'histoire. Le conte de Cendrillon est popularisé par Charles Perrault en 1697. Existe ici la version des frères Grimm, qui elle est bien plus glauque que le conte raconté par Disney. Car la version la plus proche du long métrage est bien celle écrite par Perrault. Dans sa version originale, l'histoire est profondément morale. Il est question de vertu récompensée, de bonté récompensée par l'ascension sociale. Les demi-sœurs ne sont pas totalement diabolisées. L'une d'elles montre même une certaine compassion en appelant l'héroïne Cendrillon, quand l'autre la nomme plus vulgairement Cendron. Et surtout, la morale finale insiste sur l'importance de la grâce et de l'aide extérieure pour réussir par l'intermédiaire de la marraine la bonne fée. Disney, lui, opère un glissement subtil. Il transforme un conte moral en conte émotionnel et rend les enjeux bien plus faciles à percevoir pour le spectateur. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la leçon, c'est le ressenti, le côté émotionnel du conte. Lady Tremaine devient beaucoup plus froide et calculatrice que dans le conte original, où elle n'apparaît d'ailleurs pas beaucoup. Et les demi-sœurs deviennent des caricatures assumées. Pourquoi ? Parce que Disney simplifie le conflit. Il ne veut pas d'ambiguïté morale. Il veut une opposition claire entre oppression et rêve, entre le bien et le mal. Et surtout, il recentre l'histoire sur le ressenti profond de Cendrillon. Dans le conte de Perrault, Cendrillon est récompensée parce qu'elle est vertueuse et d'une bonté sans égale. Elle ne rêve pas de sortir de sa sombre situation familiale. Dans le film de 1950, elle est sauvée parce qu'elle continue de croire en son rêve, parce qu'au fond d'elle, elle rêve de changement et d'une vie au-delà du manoir dans lequel elle est enfermée. La nuance est essentielle. Et ça, c'est parfaitement cohérent avec le public de 1950, un public qui sort de la guerre, un studio qui sort de la faillite, Walt qui sort de 10 années d'échecs commerciaux. Cendrillon n'est pas seulement un conte, c'est une représentation imagée de la situation actuelle. Disney ne raconte pas l'histoire d'une jeune fille récompensée, il raconte l'histoire d'un rêve qui survit à l'humiliation, comme son studio. Reste alors une question, le public va-t-il suivre ? Le film sort en salle le 15 février 1950 à Boston, et il devient le plus grand succès des studios depuis Blanche-Neige et les 7 nains. Il rapporte près de 4,28 millions de dollars de recettes rien qu'aux États-Unis et au Canada à sa sortie. Les banques respirent, les employés restent, le studio survit. Il devient rapidement le 5e film le plus rentable d'Amérique du Nord en 1950 et le 5e film le plus populaire du box-office britannique en 1951. Les recettes sont massives. Maintenant que les marchés européens et asiatiques sont rouverts après la guerre, Cendrillon ne connaît aucune limite et ouvre une nouvelle ère des studios, le Silver Age. Les caisses sont largement renflouées et le film met un terme définitif à la période sombre d'après-guerre. Des produits dérivés devenus cultes sont produits et des publications ou encore des ventes de disques permettent aux studios de brasser de l'argent de tous les côtés. Le véritable conte de fées n'est pas à l'écran, il est dans la vraie vie. Il sauve un studio tout entier. Au lieu de signer sa conclusion, il écrit un nouveau chapitre de son histoire. Sans Cendrillon, pas de Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles ou encore La Belle au Bois dormant. Et mieux encore, sans Cendrillon, pas de Disneyland. Car le succès du film et ses recettes vont donner lieu à un projet encore plus fou que les longs métrages animés, la construction d'un parc à thème. L'avenir est brillant, comme il ne l'a jamais été, jusqu'à ce que le studio connaisse un second échec, qui remettra tout en perspective, la production de La Belle au Bois dormant. Je vous en parle dans la vidéo ici au-dessus, je vous invite à aller la voir, un autre conte de la vie réelle, mais dont le dénouement n'est pas aussi brillant que celui-ci. Cendrillon, ce n'est pas seulement l'histoire d'une jeune fille en haillons, c'est l'histoire d'un studio brisé, un studio qui aurait pu disparaître, un studio que tout le monde croyait fini, mais qui a tenté une dernière fois, qui a tenté, grâce à un conte de fées, de se relever. Walt ne mise plus sur l'innovation, il mise sur l'émotion. Si ce film échoue, Disney disparaît. Mais comme dans le conte, la magie opère, et le film est un succès. Et grâce à lui, le château que tout le monde connaît aujourd'hui peut enfin commencer à être construit. Parce que vous savez quoi ? Bien souvent, les réussites sont bien plus magiques que les contes de fées. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est ainsi qu'on conclut le duo de vidéos consacré aux années 40 des studios Disney. On y reviendra dans le futur, car il y a bien d'autres choses à raconter. Mais pour l'heure, je pense qu'on a eu assez de rebondissements.
Dites-moi en commentaire quel autre long métrage vous aimeriez que l'on aborde, et si vous appréciez que l'on retrace ainsi des grandes périodes des studios. Si vous aimez les histoires Disney, vous êtes au bon endroit. Ici on ne parle pas que de contes de fées, mais on parle d'échecs, de renaissance et de succès. Bref, des histoires inspirantes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et booster la vidéo, mais surtout à commenter et vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans le prochain long métrage. Cette fois-ci, on va quitter les livres de contes et parler mythologie. Je n'en dis pas plus, mais croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. A bientôt les amis, et en attendant, n'oubliez jamais que derrière chaque succès se cachent évidemment des personnes qui n'ont jamais cessé de croire en leurs rêves. Comme Cendrillon d'ailleurs. Bisous.